Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion numéro 150, 150, Poil au dos. Le film dont je vais vous parler, c'est Les Ailes du désir de Wim Wenders, mais comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de consignes de sécurité sanitaire, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être esclave consentant, pour ne pas être infantilisé aussi, dans cette période de grande confusion où il y a une propension à dire tout et n'importe quoi, à déblatérer aussi sur des théories de complot qui n'ont pas lieu d'être, évidemment, et qui sont totalement infondées. Et puis surtout, pratiquez sans limite, avec plénitude, votre proximité cinéphilique en voyant des films, en suivant les activités de l'Odyssée, sur notre site cinémaodyssée.com, sur notre chaîne YouTube de l'Odyssée, et nous vous invitons à vous abonner, parce que plus on a d'abonnés, plus les algorithmes permettent de mettre en avant nos activités. Et voilà, il faut espérer maintenant que la réouverture des salles de cinéma pourra se faire en 2021, le moins tard possible, le plus tôt possible, tant que cela ne met pas en péril, évidemment, la sécurité de tout le monde, parce que c'est sanitaire, de tout le monde, parce que c'est évidemment l'élément majeur. Bien. Mais en même temps, sans tomber dans des psychoses restrictives qui n'ont pas lieu d'être. Donc vous voyez qu'on est, on est amené à marcher sur une ligne de crête qui est très fine entre d'une part le relâchement et d'autre part la psychose la plus absurde. Donc c'est le juste chemin qu'il faut essayer de trouver. Alors, Les Ailes du désir est un film de Wim Wenders, bien sûr, qui est sorti en 1987 et qui est sorti 3 ans après Paris, Texas, qui était en 1984. Et comme Paris, Texas, c'est un film qui est magnifique. Paris, Texas, qui avait eu la Palme d'Or à Cannes. Et comme Paris, Texas, Les Ailes du désir ne s'efforce pas de raconter d'abord une histoire, mais s'efforce de s'adresser au cœur, à l'intelligence du cœur et à l'intelligence de l'esprit des spectateurs. Bien sûr, tous les films racontent une histoire et s'adressent au plus profond de l'affectivité, de la réflexion, de l'intimité des spectateurs, mais avec Les Ailes du désir, cela est particulièrement vrai. D'abord, on s'adresse au spectateur pour qu'il se remémore, au fond, tout ce qu'il a tendance à cacher dans les profondeurs de son intimité, sans que cela devienne impudique. Eh bien, on touche, on fait résonner, on fait vibrer cette part d'intimité pour aussi rassurer et pour faciliter ce qui est la chose la plus difficile, mais la plus belle aussi, c'est de vivre son existence. Alors, il s'adresse notamment, le film, à cette part d'enfance que nous avons toutes et tous. Du moment où l'on est, en étant propulsé hors d'un paradis perdu, et à partir du moment où on est obligé de vivre dans une vallée de souffrance et de larmes, d'angoisse, de difficultés, eh bien, on a tous, depuis l'enfance, eu cette propension à vouloir croire, même si avec le temps qui passe, on y croit de moins en moins, mais à vouloir croire qu'il y a au-dessus de notre épaule, de nos épaules, au-dessus de nous, des anges qui sont là pour nous protéger, pour nous défendre, qui sont là pour agir en quelque sorte comme un coup de main du ciel pour nous aider à faire face aux multiples difficultés de l'existence. Et ces anges-là, évidemment, ils voient tout d'en haut et ils entendent tout. Et précisément, il est question d'anges gardiens dans ce film magnifique de Wim Wenders.
qui survole une ville qui est probablement le lieu, d'après Wenders en tout cas, et en 1987, c'est-à-dire 2 ans avant la chute du mur, le lieu où il y a le plus de motifs pour inquiéter, pour rendre difficile l'existence, un lieu qui est marqué par les stigmates de la Deuxième Guerre mondiale, dont la fin s'était développée en divisant cette ville en 4 zones d'occupation, qui très rapidement, avec le développement de la guerre froide, vont devenir 2 zones, la zone occidentale, anglais, américains, français, et la zone de l'Est avec les troupes soviétiques. Et évidemment, cette bizonalité, en quelque sorte, va être une cicatrice durable dans Berlin, et elle va être renforcée par la construction du mur en 1961. Et c'est intéressant de voir que précisément Wim Wenders nous parle de cela quelques mois avant, juste 2 ans avant la chute définitive du mur de Berlin, chute que personne ne pleurera évidemment. Et c'est la raison pour laquelle le film nous parle d'anges qui survolent Berlin. Et ces anges ont une particularité, c'est qu'ils voient le monde en noir et blanc. D'autre part, ils ne sont pas visibles des adultes. Enfin, ils peuvent entendre le murmure de nos pensées intérieures, nos réflexions, nos préoccupations, qui sont en permanence à l'œuvre. Et par exemple, vous, en écoutant cette suggestion, moi-même en faisant cette suggestion, eh bien, je peux en même temps penser à des choses personnelles qui me préoccupent, ou qui vous préoccupent vous, comme vous pouvez penser aux choses qui vous préoccupent vous en même temps. C'est cette capacité de l'être humain à faire s'entremêler, à se faire chevaucher, des pensées multiples, apparemment distinctes les unes des autres, mais dont le mouvement combiné constitue l'écume des jours, précisément. Il n'y a que les enfants qui entendent les anges, et qui voient, les anges gardiens. Ces anges, en même temps, ils ne sont que moyennement puissants. Ils peuvent éviter de prendre un mauvais chemin. Ils peuvent faire une pression amicale sous forme de caresse que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Mais en même temps, ils peuvent aussi ne pas pouvoir ou parvenir à empêcher le suicide d'une personne désespérée. Et l'un de ces anges, incarné merveilleusement par Bruno Ganz, eh bien, a l'attention attirée par une jeune femme qui, elle, est une trapéziste, qui elle aussi vole à sa manière, comme les anges, mais dans un espace plus contraint, plus confiné, pourrait-on dire, sous le chapiteau d'un cirque, en sautant d'une corde et d'un trapèze à l'autre. C'est des petits vols, en quelque sorte, qui l'animent et qui attend cette jeune femme le moment où elle trouvera sa moitié, l'amour qui donnera véritablement du sens à la vie. Et il tombe amoureux, enfin il a envie plus exactement de tomber amoureux de cette trapéziste qui vole sous le chapiteau du cirque Alcan. Alors Alcan, c'est aussi une allusion que fait Wim Wenders au directeur de la photo du film, qui est un homme formidable, malheureusement disparu aujourd'hui, qui est Henri Alcan, qui a fait la lumière, qui a servi, qui est intervenu comme directeur de la photo dans beaucoup de films qui sont des chefs-d'œuvre, que ce soit Les Enfants du Paradis ou que ce soit La Belle et la Bête de Cocteau, où il a fait un travail qui était magnifique, n'est-ce pas ?
la lumière en noir et blanc, il en était un maître extraordinaire. Et ce cirque va disparaître, va partir de Berlin, et la trapéziste va se retrouver seule sur le pavé. Et c'est le moment où l'ange, incarné par Bruno Ganz, décide de s'incarner, de se précipiter, comme une précipitation chimique, ou, si vous préférez, comme la pluie qui se précipite en se transformant de gaz, de son état de gaz en un état liquide, et qui se précipite des nuages vers le sol. Et il va se retrouver d'ange immortel. Par ce saut de l'ange, il va se retrouver un humain, mortel certes, mais capable de ressentir des émotions, capable d'aimer, capable de pratiquer l'amour et de connaître toutes les vertiges et les vicissitudes du désir amoureux. Désirer mourir de désir, en quelque sorte, c'est le nouveau destin que se donne cet ange par ce saut qui, d'immortel, le transforme en humain. Et à partir de là, il va voir le monde en couleur. Un peu comme un ange qui avait sauté, incarné par Peter Falk, qui s'appelle Peter Falk dans le film, et qui, lui aussi, en son temps, était tombé amoureux et était devenu un humain mortel parmi les humains mortels, en abandonnant son statut d'ange, ce privilège d'ange en quelque sorte. Mais en abandonnant ces privilèges d'ange, nos deux anges qui ont pratiqué le saut de l'ange, eh bien, découvrent d'autres privilèges. Et de la sorte, cette ville de Berlin, meurtrie, cicatrisée, martyrisée par l'histoire, cicatrices qui, à l'origine, ont évidemment le nazisme comme cause criminelle fondamentale, eh bien, ces anges-là vivent un miracle qui donne la possibilité de maintenir l'espoir. Et curieusement, ce film a anticipé la chute du mur. Émotionnellement, affectivement, ce film a préfiguré la chute du mur. Il y a une scène qui est extraordinaire devant le mur, Potsdamer Platz, qui est à l'époque un no man's land, puisque c'est par là, au milieu de cette place, que passe le mur de Berlin. Eh bien, il y a donc quelque chose qui est du ressort de l'anticipation. Tout est possible à partir du moment où c'est la tendresse, le désir de tendresse, le désir d'amour qui prévalent. Et c'est quelque chose de formidable. Alors, nous savons qu'à l'Opéra national du Rhin, il va y avoir un ballet chorégraphique qui s'appelle aussi Les ailes du désir et qui est une transposition du film de Wim Wenders sur la scène et en utilisant les courbes expressives de la danse, c'est-à-dire des corps qui parviennent à des moments de grâce, certes temporaires, mais réels, fulgurants en quelque sorte, par rapport au monde de la pesanteur. La danse, c'est justement la lutte contre la pesanteur pour arriver momentanément, mais arriver à toucher des moments de grâce, des élévations de grâce. C'est un film qui n'est pas daté, alors que l'époque a été transformée avec la chute du mur de Berlin, parce que c'est un film qui s'adresse à notre cœur, je le répète, à notre intelligence du cœur et de l'esprit, et qui réveille cette part d'enfance que
parfois nous voulons oublier, mais qui reste obstinément, magnifiquement persistante au plus profond de notre intimité. Un très beau film pour terminer cette année 2020 et qui a été tellement désagréable et pour entamer une année 2021 dont je vous souhaite à toutes et à tous qu'elle soit pleine de santé, de bonheur, de succès et de réussite. À très bientôt. Merci. Au revoir.